Salut, c'est Marion Lefebvre. Samedi dernier, je suis sortie faire des courses pour Marie-Agnès. Marie-Agnès est une dame âgée qui habite près de chez moi. Et je n'aurais pas su qu'elle avait besoin de médicaments, de jambon et de crème dessert si je n'étais pas sur un groupe Facebook d'entraide créé au début du confinement. Alors, je vous raconte ça parce que c'est comme ça que j'ai réalisé en fait l'élan de solidarité incroyable qui se propage en ligne et ailleurs entre nous toutes et tous. Si on n'est pas soignant ou soignante, comment est-ce qu'on peut faire pour aider autour de nous ? Où est-ce qu'on peut aller en étant confiné pour donner un coup de main à ceux et celles qui soignent, ceux et celles qui sont dans la rue, ceux et celles précaires qui ne peuvent plus travailler ? On vous a demandé comment vous participiez, vous, à ce grand effort collectif, à ces solidarités grandes ou petites qui se renforcent tous les jours. Vous nous avez écrit et parlé, maintenant on vous écoute. Bienvenue dans Programme B. Bonjour, c'est Florent Laden, je suis restaurateur dans le nord de la France. Alors nous, pour aider, on a choisi de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire faire marcher nos réseaux de producteurs et cuisiner également. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide Driss Delanotte, qui est maraîcher en Flandre, qui travaille en permaculture et en biodynamie, qui ne travaille qu'avec des restaurants en Belgique et en France, mais tous ces restaurants sont fermés. Il arrive à un moment où, en fin de l'hiver, il n'a pas de trésorerie ou très peu de trésorerie et il continue à embaucher 5 personnes à l'année, ce qui est assez rare pour un maraîcher parce qu'il travaille pas avec des tracteurs ou autre. Donc, on lui achète ses paniers de légumes, on les revend à prix coûtant plus 1 euro, ce qui nous fait donc 11 euros. On les vend chez nous, donc on joue aussi un petit peu les épiciers, on apprend un autre métier. L'idée, c'est qu'en fait, les gens mettent 10 euros pour acheter le panier de légumes, qu'ils viennent le chercher à l'Auberge du Vermont ou au Beerbeuk, à Lille, et qu'ils mettent 1 euro de plus, qui sert à faire des paniers suspendus pour les personnels du CHRU de Lille. Quand les clients mettent 1 euro de plus, nous, on met 1 euro de plus aussi, pour marquer le coup, pour que ça aille plus vite. Donc ça fait maintenant, ça fait 2 semaines qu'on a fait ça. On a déjà livré 200 paniers de légumes, je dirais, au CHRU de Lille, et des plats préparés aussi à chaque fois. Je fais des petits plats préparés, je change à chaque fois, je le fais 2 fois par semaine. On en fait une centaine pour la vente. Là, par exemple, la semaine passée, c'était la fricadelle au maroilles, donc la saucisse du Nord, on va dire, servie avec de la purée, des légumes rôtis au feu de bois, qui était vendu 2,50 € la portion, ce qui me permet de pouvoir faire des dons aussi au CHRU de Lille et puis de ramener une centaine de plats préparés. Voilà, on fait juste ce qu'on sait faire, on essaie de le faire du mieux qu'on peut parce qu'on ne fait ça qu'à 2. Le reste de l'équipe est en chômage technique, mais je pense que si on est nombreux à faire quelques petites actions comme ça, on apportera du soutien à ceux qui en ont le plus besoin en ce moment, à ceux qui travaillent beaucoup et qui le font parfois en plus dans des conditions qui sont déjà à l'année un peu difficiles. Voilà, c'est comme ça que nous on a choisi d'aider dans le Nord. Aider, oui, mais aider qui ? En premier, on pense aux soignantes et aux soignants qui sont sur le pont pour endiguer la pandémie. Et certaines initiatives de projets pour s'occuper pendant le confinement se sont développées. Certaines, comme le Minimal Universal Respirator, un projet de respirateur artificiel du Club Sandwich Studio, ont maintenant le potentiel de sauver des vies. Depuis 2 semaines, ils se sont enregistrés pour nous et nous avons sélectionné des extraits de leurs notes vocales pour raconter l'évolution de leur projet. Ça fait 5 jours qu'avec mon entreprise, on développe des respirateurs artificiels. Pour l'instant, on est sûr de rien, on fait au jour le jour. Aujourd'hui, on a un respirateur qui marche à peu près, sur lequel on arrive à contrôler des constantes physiologiques qui nous ont été données par des syndicats de respirateurs, des médecins, des réanimateurs, des comités scientifiques, un peu de tous bords. On a un peu compilé ça pour faire notre popote. Notre respirateur, aujourd'hui, il se branche sur n'importe quel système de ventilation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est branché sur notre respirateur, il pourrait être branché sur n'importe quoi, le but étant de faire une machine qui puisse s'adapter et se brancher le plus facilement possible sur tout système existant, et qui puisse aussi, du coup, par ce biais, être accessible au plus grand nombre.
notamment quand les infrastructures sont en péril. Ça fait très longtemps qu'on a fait des études pour fabriquer des trucs et que tous les projets bien sur lesquels on bosse, ils sortent jamais. Tous les projets qui sont intéressants, qui pourraient faire avancer les trucs, ils intéressent personne. Donc là, on se dit, à notre échelle, on va pas sauver le monde, mais on se dit que pour une fois, on peut avoir le sentiment qu'on les toubibs quand ils vont bosser, de servir un peu à quelque chose, quoi. Je sais même plus quel jour on est là. Non, on est lundi. Non, ça va faire 7 jours. Ouais, enfin bon, bref, ça fait une semaine. Les contacts qu'on avait dans les ONG avec nos partenaires ont fini par payer. En urgence, ils nous ont appelés à 14h en nous disant qu'ils nous avaient trouvé un banc d'essai à l'hôpital de Créteil pour tester notre machine, alors qu'on était en train de la démonter pour la changer. Donc on a remonté ça en urgence. J'ai aucune idée. On l'a testé vite fait, elle avait l'air de marchouiller, plutôt un peu moins bien qu'avant, parce que forcément, on l'a remonté à l'arrache. Et là, on a les deux personnes de notre équipe, donc la personne plutôt responsable du dessin des pièces et la personne plutôt responsable de l'électronique, qui sont partis à l'hôpital de Créteil pour tester la machine avec des gens spécialisés dans le service de réanimation. Donc là, nous, on n'a pas de nouvelles. Le stress est le plus total. On se dit que si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'a priori, ils sont encore en train de tester. Donc vu qu'ils y sont depuis 1h30, on peut espérer qu'on n'ait pas fait un truc qui soit complètement à côté de la plaque. Mais ça va nous orienter pour savoir si on publie ce soir. Et puis voilà, le truc qui est un peu particulier, c'est qu'on nous appelle pour des tests que nous, on connaît pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait même pas ce qu'on teste, en fait. Ça y est, les industriels commencent à s'intéresser en France à notre projet. Je fais un petit panorama. On a l'équipe sport de Renault Formule 1 qui nous a filé des ingénieurs pour nous aider. On est en contact avec Dassault aussi pour avancer ça. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de s'orienter vers ce qu'on sait faire. Et on a les budgets de développement et on a les avals de tous nos collaborateurs pour faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire on va pas développer un respirateur pour le sol français avec toutes les normes que ça comporte, etc. Ce qu'ils veulent, c'est de développer des respirateurs vraiment pas chers, vraiment low cost, déployables et reproductibles rapidement partout dans le monde, dans les endroits où ils n'ont pas accès à énormément de sources de matériel compliqué et cher. Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire s'intéresser à des populations qui n'ont pas accès à ce type de machines pour faire des machines vraiment pas chères. Et quand je dis pas cher, c'est pas bonne, c'est pas cher. Bah, on est en train de se rendre compte en fait qu'on arrive aux extrémités, qu'on essaye de... Enfin, si ce projet commence à se réaliser, je sais pas comment expliquer ça, mais si ce projet commence à se réaliser, ça veut dire qu'on va commencer à rentrer dans une phase plus grave. Nous, on essaie de pas y penser pour avancer, mais c'est quand même assez dramatique de se dire qu'on en arrive là. Même si c'est forcément très satisfaisant qu'on fasse un système qui puisse marcher, c'est quand même assez flippant que ce soit que ça repose sur nous. Bien sûr, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait, mais voilà. Ça, c'est pour vous raconter une histoire incroyable qui part d'un projet entre collègues. Mais tout plein d'initiatives fleurissent à travers la France et viennent en aide à d'autres populations touchées durement par les conséquences du confinement. On crée des liens inédits entre des populations qui d'habitude se parlent peu ou pas. Zazie, vous la connaissez, c'est l'autrice de notre série À la recherche de Jeanne, vous parle du marché vert, une initiative pour mettre en lien agriculteurs, maraîchers, pêcheurs et autres producteurs avec leurs consommateurs. Alors le marché vert, c'est une carte collaborative. Donc c'est vraiment une Google Map en fait où les gens peuvent recenser donc soit les producteurs, soit les consommateurs, les marchés qui ont été maintenus, les épiceries paysannes, les points de collecte, enfin tous les endroits où ils vont pouvoir se nourrir en dehors des grandes surfaces. Et l'idée, en fait, on a créé cette carte parce qu'avec des amis, 2 amis journalistes et une amie photographe, donc c'est Anne-Claire Hérault, Céline Maguet et Gilles Cousin, on s'est rendu compte avec la fermeture des marchés qu'il allait y avoir plein de petits producteurs qui allaient se retrouver vraiment embêtés pour vendre leurs produits. Donc, du coup, nous, on a vu aussi qu'il y avait pas mal de messages d'agriculteurs. On en a eu au téléphone. Moi, j'ai eu aussi un pêcheur au téléphone qui me racontait en fait qui pouvait plus vendre ses poissons directement au marché et qu'en fait c'est des petits bateaux de pêche, donc pour lui ça n'a aucun intérêt de les vendre à des prix auxquels on lui prendrait en grande surface.
Donc en fait, on s'est dit que d'une part, c'était pour essayer de soutenir justement tous ces paysans, agriculteurs, maraîchers, pêcheurs qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on achète leurs produits, et aussi permettre aux citoyens d'aller faire leurs courses, pas forcément en grande surface, et dans des endroits où ils pourront avoir et des bons produits et soutenir peut-être une agriculture plus vertueuse que celle qu'on trouve en supermarché. On a appris à se servir de Google Maps, et en fait on a créé un questionnaire qui est relié à Google Maps. Donc l'idée, c'est que les gens vraiment peuvent rentrer des adresses, et on a fait aussi un questionnaire qu'on a voulu le plus simple et logique possible. Nous, on a accès après à toutes ces infos et on vérifie tout. Donc c'est ce que j'étais en train de faire ce matin, donc c'est assez long. C'est-à-dire qu'on va vérifier sur les sites s'il y en a. Là, j'ai appelé la mairie d'Annecy pour vérifier parce que je n'avais pas trouvé d'infos sur un marché qui devait être maintenu. Voilà, on vérifie tout et nous, on met ça en ligne sur la carte après. Et tu me demandais si c'était fait de façon bénévole. Ben oui, je pense qu'on a vraiment lancé ça dans l'urgence en se disant c'est pas possible en fait que des agriculteurs jettent leur récolte ou se retrouvent à devoir juste arrêter de faire leur métier à la fin de ce confinement parce que en fait c'est des gens qui ont peut-être pas 3 mois de trésorerie devant eux. Pour accéder à cette carte, il vous suffit d'aller sur la page Facebook dédiée, le Marché Vert. En 15 jours, sur ce réseau social comme sur d'autres, les projets du genre se sont multipliés pour distribuer des repas aux plus précaires. C'est le cas de l'association Ernest, qui a continué à distribuer des repas malgré le confinement et qui s'est associée depuis 2 semaines à un groupe Facebook pour être en lien avec ceux qui en avaient le plus besoin. Marie, responsable du développement dans cet asso, nous raconte. Nous avons eu un élan de solidarité énorme de la part des restaurateurs qui nous ont donné ce qu'ils avaient dans leur chambre froide et qui sont venus aider pour cuisiner, mais aussi de plein de bénévoles qui sont venus juste donner la main. Aujourd'hui, avec la communauté Buy Wanted, on distribue dans la rue 600 repas par semaine et 100 repas par jour pour les hôtels sociaux. Depuis le 20 mars, on a cuisiné 2000 repas grâce à l'énergie de ces bénévoles, de ces chefs, de ces personnes qui vont chercher les denrées, de Linky et de Olvo qui nous aident pour les livraisons. Cet énorme élan de solidarité me rassure tous les jours lorsque j'arrive au Grand Voisin, lorsque je vois ces bénévoles arriver avec leurs masques de fortune, malgré la peur, et qui se mobilisent pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Solidarité Migrants Wilson, qui vient en aide aux réfugiés qui sont dans le nord parisien, donc du côté de Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, Porte de la Villette, et aussi sur Aubervilliers, Saint-Denis ces derniers temps. Dans un premier temps, on a recherché où étaient les gens, on a fait des maraudes parce que la police les harcelait pour empêcher les réinstallations, et puis bon, globalement, on n'a jamais arrêté nous de faire des repas, de toute façon, même Porte d'Aubervilliers. Et ce que ça complique dans la dernière période, c'est que évidemment, ça désorganise tout. D'abord parce que on prend quand même des mesures, il a fallu décider déjà si on poursuivait ou pas. Il y a pas mal d'associations qui ont arrêté de distribuer. Donc du coup ça veut dire qu'il y a autant de gens à la rue, mais avec moins de possibilités de manger, donc il y a des gens qui ont faim. Nous on a décidé de continuer, justement parce qu'il y a des gens encore à la rue, pas pris en compte par les pouvoirs publics sur le confinement, parce que quand on est à la rue, je vois pas très bien comment on se confine, et pour l'instant il y a beaucoup de gens à la rue. Et on a continué à faire les repas, et évidemment c'est plus compliqué, parce que déjà c'est plus compliqué pour les bénévoles de venir. C'est-à-dire nous, parmi les consignes qu'on a données, par exemple, on a demandé aux personnes qui étaient âgées ou vulnérables ou qui avaient un rhume, enfin qui étaient un peu malades, de ne pas venir. Cela dit, on a quand même malgré tout pas mal de bénévoles qui continuent à venir, et puis les dispositifs mis en place pour en gros confiner les gens et empêcher, en gros autoriser les sorties au compte-gouttes, complique la tâche. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais très bien sur quel pied danser, on est en train de s'adapter un peu à tout ça. Et on n'a pas toujours à faire, pour l'instant on n'a pas croisé la police, mais moi j'ai vu mercredi dernier la police qui en gros était en train de pousser l'installation de Médecins du Monde, leur demander de partir, qui était sur le campement, qui venait en aide aux gens, et en fait ils les ont fait dégager pour les mettre ailleurs, Donc c'est pas toujours très simple pour s'organiser dans ce contexte-là. Par contre, l'autre
fait, c'est qu'il y a énormément de dons, notamment de dons en nature, parce qu'il y a beaucoup de magasins, commerces, restaurants et autres qui se retrouvent avec à devoir fermer, donc cela cherche à donner plutôt que de jeter. Mais on a une vraie difficulté, nous, à récupérer, parce qu'on peut pas stocker, et on a presque plus de choses en don que ce qu'on peut récupérer, quoi. Mais c'est, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus difficile. Et puis après, sur le fond, on est bien conscient que les uns et les autres, on ne devrait pas être là, quoi. Enfin, c'est-à-dire on y va parce que des gens sont dans la rue, mais les risques sont aussi pour nous, enfin pour nous bénévoles, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas de masque, enfin on fait avec les moyens du bord, on essaie de respecter les distances de sécurité, on a des gants, enfin on est quand même en termes de protection, c'est quand même très léger, quoi. Et on n'a bien sûr aucune aide des pouvoirs publics là-dessus. On se débrouille par nous-mêmes, quoi. Mais si on le fait pas, il n'y a personne qui va, quoi. C'est l'inverse de ce qu'on voit dans les séries sur l'effondrement, sur les post-apocalyptiques. On s'est rué sur les denrées pour les partager. On a mis toute notre énergie pour être ensemble et construire un monde tel que nous, on le pressentait déjà. C'est l'un des aspects positifs de ce confinement quand même. Ce monde plus solidaire, plus ancré, où nous prêtons tous et toutes un peu plus attention à ce qui se passe autour de nous, a aussi donné lieu à l'explosion des cagnottes en ligne. Pour les SDF, pour les soignants, pour les personnes qui cherchent un logement pour se mettre en sécurité, et aussi pour les travailleurs et travailleuses précaires, comme les travailleurs et travailleuses du sexe dont on vous parlait déjà dans un autre épisode. Dans l'urgence qui s'est mis en place presque tout de suite, il y a pas mal de cagnottes qui tournent, en fait, différentes cagnottes qui sont relayées et mises en ligne par différents organismes et associations. Il y a par exemple la cagnotte de l'association Polyvalence, il y a la cagnotte du Stras, il y a la cagnotte, il y a le FAST de l'association Accept Testé. Enfin, il y a différentes cagnottes qui tournent pour faire appel en fait à la générosité des gens, et ça permet concrètement, par exemple, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est les gens qui appellent en disant j'ai plus rien à manger, c'est de leur payer un panier de courses pour qu'ils puissent manger, des choses comme ça. Donc c'est vraiment du très très concret, il s'agit de pas mourir de faim au quotidien, parce qu'on se retrouve vraiment avec des gens qui ont les restos du cœur ont fermé, ils sont en train de réouvrir, mais en attendant il y a des gens qui sont restés une semaine en n'ayant plus d'endroit pour aller manger. Et dans nos collègues, on a des populations effectivement qui bénéficiaient des services d'aide et qui se sont retrouvées vraiment du jour au lendemain sans travail et sans aucune assistance. Donc les cagnottes, elles se sont mises en place très très vite. Ce sont que des projets en fait de la communauté. Il n'y a rien d'institutionnel, c'est vraiment des individus et c'est dans la communauté on s'entraide. Puisque bien sûr les pouvoirs publics n'ont aucune réponse face à ça. Alors certes, tous ces projets n'ont pas vocation à faire oublier les causes de la crise que traverse l'hôpital public, ou des difficultés des agriculteurs et agricultrices, ou d'autres travailleurs et travailleuses à se rémunérer. Les initiatives individuelles ne sont pas là pour remplacer l'action des pouvoirs publics. Elles se sont construites sur le tas, pour répondre à l'urgence, et grâce à l'empathie qu'on ressent tous et toutes, les unes et les uns envers les autres. Elles sont aussi là pour nous prouver qu'au niveau individuel, on peut essayer de commencer à construire un après, plus solidaire, plus généreux, plus humain. Il y en a aussi qui nous aident en nous faisant rêver, en nous faisant rire, en nous faisant penser à autre chose. Et justement, pour nous rendre le confinement plus agréable, Binge Audio vous propose de les découvrir dans un hors-série au doux nom de Pépites. Ce podcast spécial confinement est à retrouver 2 fois par semaine dans le flux de notre podcast Connaissez-vous l'histoire d'eux ? Et on vous propose d'écouter le début du premier épisode. Il s'agit d'un thread, une série de tweets du journaliste Matteo Maestracci, lu par Juliette Livartowski. Confinement, jour 4. Pégase et Chihiro font une partie de croquet à l'ombre des érables. Insouciant, innocent, inconscient ? Je ne peux m'y résoudre. L'altruisme est un moteur permanent. Hier soir, nous avons applaudi les soignants, un verre de Château Yquem à la main. En descendant le petit chemin privatif menant à une plage qui l'est tout autant, mon esprit bagnaude tel une luciole lasse. Combien de temps cela va durer ?
Et si, brutalement, je ne pouvais plus acheter mes fèves et mon épeautre au marché? Et si c'était ça, l'éternité? Chihiro vient d'attraper une libellule, l'insecte tressaute, apeuré, et je réalise. Ces toutes petites mains qui enserrent sont une métaphore du virus. Et la libellule, notre liberté, notre comme avant. Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode. Florent, Paul, Antoine, Zazie, Marie, Philippe et Anaïs. Et merci pour les autres témoignages que nous avons reçus. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Prenez des nouvelles de vos proches si vous pouvez et prenez soin de vous. Pour nous parler comme toujours, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.